Bonjour à toutes et à tous. Alors nous voici arrivés au dernier chapitre de notre deuxième thème, les approches thermodynamiques des diagrammes de changement d'état ou bien des changements d'état. Ce chapitre est consacré au diagramme binaire liquide-solide. Alors, pour introduire ce chapitre, nous allons nous mettre d'accord sur une chose, à savoir que nous aurons, dans le cas des diagrammes liquide-solide, nous n'aurons affaire qu'à une seule phase liquide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A1 et A2, donc nos deux constituants, puisque ce sont des diagrammes binaires, seront toujours considérés comme totalement miscibles à l'état liquide. Donc, la question va se poser pour les solides, bien entendu. Alors, on peut, dans ce cas de ces diagrammes, comme pour les diagrammes liquide-vapeur, avoir une zone dans le diagramme qui représente une seule phase, ou bien une zone ou des zones qui représentent deux phases, et une zone ou des zones qui représentent le domaine triphasique. Lorsqu'on a des zones monophasiques, elles peuvent être, bien entendu, liquides, une phase liquide, puisque nous sommes d'accord que la miscibilité est totale à l'état liquide, ou bien une seule phase solide, et dans ce cas, il va falloir considérer le cas où A1 et A2 sont totalement miscibles à l'état solide. Par contre, on peut avoir des zones biphasiques, ou bien ça peut être une zone dans laquelle un solide et un liquide coexistent, ou bien deux solides coexistent, et dans ce cas, cela veut dire que A1 et A2 sont partiellement ou non miscibles à l'état solide. Et bien sûr, le domaine triphasique ne peut être pris en compte que dans le cas où vous avez une phase liquide et deux phases solides. Ces trois phases coexistent dans le même domaine du diagramme. Et bien entendu, pour les solides, ça ne peut être que le cas où A1 et A2 sont partiellement ou non miscibles à l'état solide. Alors, si on commence par la miscibilité totale à l'état solide. Dans le chapitre des diagrammes de phase liquide-solide, nous ne traiterons que le cas de l'isobar, donc pas d'isotherme dans ce cas. Je vais représenter pour mes diagrammes, bien sûr, T en fonction de l'un des constituants, et je choisis par exemple le constituant A1. Avant de commencer, j'aimerais déjà que nous définissions ce que ça veut dire une miscibilité à l'état solide. Ça ne veut pas dire que si vous prenez A1 solide et A2 solide et que vous les mélangiez, vous pouvez obtenir un seul solide. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Ce n'est pas comme dans le cas des liquides. Parce que dans les liquides, je vous rappelle qu'effectivement, si vous prenez A1 liquide et A2 liquide et que vous les mélangez, eh bien, vous pouvez avoir seul liquide. Donc, les liquides sont totalement homogènes ou totalement miscibles. Dans le cas des solides, comment fait-on pour définir la miscibilité ou savoir si les deux constituants sont miscibles à l'état solide? Eh bien, il faut prendre A1 solide d'un côté, A2 solide de l'autre et les faire fondre, les mettre tous les deux à l'état liquide, puis les mélanger à l'état liquide. Comme nous n'avons bien sûr que le cas où les liquides sont totalement miscibles, ils peuvent ne pas être miscibles, n'est-ce pas? Mais ça ne nous intéresse pas. Donc, ils sont totalement miscibles. Vous cristallisez, c'est-à-dire vous refroidissez ce liquide. Et là, si vous avez un seul solide, alors on dit que A1 et A2 sont miscibles à l'état solide. Si vous avez deux solides purs, alors vous dites que A1 et A2 sont de miscibilité nulle. Mais si vous avez deux solides, chacun contient les deux constituants, mais bien entendu, l'un des solides est plutôt riche en A1 et l'autre plutôt riche en A2. Là, on dit qu'on a une miscibilité partielle. Donc voilà ce que ça veut dire la miscibilité à l'état solide. Alors revenons dans le cas où nous avons une miscibilité totale, dans ce diagramme. Donc,
nous allons identifier la zone monophasique liquide, la zone monophasique solide et la zone, bien entendu, biphasique liquide solide. Alors, c'est exactement presque la même chose que les diagrammes liquide-vapeur, mais ici nous sommes en température. Vous êtes d'accord qu'en haut, vous aurez la phase liquide. Quand on la refroidit, on va commencer à voir apparaître les premiers cristaux de solide, et ceci est indiqué par une courbe, bien sûr, qui définit la frontière entre le domaine monophasique liquide et le domaine biphasique liquide solide, et cette courbe s'appelle le liquidus. Ensuite, vous avez bien entendu le domaine biphasique liquide solide, et si vous continuez à refroidir, eh bien, vous allez faire totalement disparaître le liquide, et ceci, bien sûr, a lieu grâce ou à partir d'une frontière qui montre le changement d'état, et cette frontière s'appelle le solidus. Donc, vous avez un diagramme, un fuseau. C'est exactement comme les diagrammes liquide-vapeur, sauf que le nom des domaines n'est pas le même, le nom des courbes n'est pas le même, et bien entendu, le nom des points particuliers n'est pas le même, puisque nous avons ici la température de fusion de A2 et ici la température de fusion de A1. Alors une petite, bien sûr, analyse thermique pour reprendre ce que je viens de raconter oralement. Donc si je fais un refroidissement d'un mélange quelconque, pression constante, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous avons un liquide qui refroidit jusque-là. Ça, c'est le point d'apparition des premiers cristaux de solide. Entre cette température et celle-là, vous avez la coexistence des deux, bien sûr, phases. Si je fais un refroidissement, il n'est pas interdit d'écrire que le liquide est en train de cristalliser une flèche, ou bien vous mettez liquide plus solide. Jusqu'à ce que, bien sûr, le liquide disparaît totalement pour ne laisser place qu'au solide qui refroidit. Bien. Alors, ce qui est intéressant, alors, dans ce cas de miscibilité totale à l'état solide, nous pouvons avoir des diagrammes avec deux fuseaux, dans le cas des diagrammes liquide-vapeur à miscibilité totale en phase liquide, c'est-à-dire un diagramme avec un extrémum. Donc vous avez soit ici un maximum, et nous verrons tout à l'heure le minimum. Donc si on indexe ce type de diagramme, on est d'accord qu'on aura le liquide en haut, le solide en bas, les domaines biphasiques liquide-solide. N'oubliez surtout pas de positionner vos points particuliers, les températures de fusion. Et il y a bien entendu un autre point particulier qui, dans ce cas, s'appelle le point invariant ou indifférent. Alors, ce mélange a les mêmes propriétés que les mélanges azéotropes, à savoir que la composition de ces deux phases, mais cette fois-ci les deux phases, c'est une phase liquide et une phase solide, sont les mêmes. Le changement d'état de ce mélange se fait à T et P constants pour l'azéotrope. La variance en ce point est égale à 1, et bien entendu, si vous changez la pression, il va celui-là changer de position. Bien. Pour le cas où vous avez un minimum, c'est exactement la même chose, avec les mêmes propriétés du point indifférent. Donc jusque-là, il n'y a absolument rien de nouveau par rapport au diagramme liquide-vapeur. Il y a juste que les termes, le nom des courbes, le nom des domaines, etc. changent, mais le principe est le même. Alors, le principe aussi est le même lorsque je veux séparer deux constituants. Alors, si je prends le cas d'un monofuseau, un seul fuseau, le diagramme, je vous rappelle que pour le diagramme liquide-vapeur, on faisait de la distillation fractionnée. Cette fois-ci, on va faire de la cristallisation fractionnée pour séparer les deux constituants. Ceci consiste à faire quoi? Eh bien, il faut que notre mélange soit fondu à l'état liquide. Donc, si vous avez un solide, vous le faites fondre jusqu'à le mettre à l'état liquide, puis nous allons cristalliser, donc refroidir, un refroidissement contrôlé, puisque l'intéressant, ça serait de refroidir jusqu'à
cette température optimale, théorique, n'est-ce pas? Donc la température d'apparition de la deuxième phase. Je vous rappelle que pour séparer deux constituants, nous devons nous mettre dans le domaine biphasique, parce que c'est dans ce domaine-là que nous avons des chances de trouver un constituant dans une phase et l'autre dans l'autre phase. Donc si je refroidis jusqu'à sa température, nous allons avoir deux phases. Une phase liquide représentée par ce point-ci du liquidus, en équilibre avec une phase solide représentée par ce point du solidus, et nous pouvons avoir la composition de chacune de ces deux phases. Dans ce système maintenant biphasique, il est très facile de séparer le solide du liquide par filtration. Donc je récupère mes cristaux solides par filtration et je les fais fondre encore une fois. Donc cette fois-ci, je vais monter en température jusqu'à ce point-ci, température théorique, pour avoir un système biphasique, donc à une autre température. Nous avons encore deux phases, liquide L seconde par exemple et solide S seconde. Si je récupère mon solide, il aura la composition X1 seconde et vous voyez que ce solide est riche, presque pur en A1, et donc vous avez dans ce sens bien sûr un cristal pur en A. À chaque fois que vous récupérez le solide, que vous le faites fondre dans un autre domaine biphasique, vous aurez un autre solide, etc. Et donc votre cristal se purifie de plus en plus quand vous faites une cristallisation d'une fraction, une autre, etc. Et où est A2? Bien entendu, A2, il est dans le liquide que vous récupérez à chaque fois et qui, lui, à chaque fois que vous faites une cristallisation, se purifie pour être finalement pur en A2. Donc vous remarquerez que dans votre cristal, vous allez avoir le composé dont la température de fusion est la plus élevée, et dans le liquide, bien sûr, vous aurez le composé dont la température de fusion est la moins élevée. C'est donc absolument le même principe que la distillation fractionnée. Je vous rappelle que pour la distillation fractionnée, vous suivez le chemin de la vapeur, qui est le distillat, puisque plus la vapeur monte dans votre colonne de distillation, plus elle se purifie. Et vous en déduisez le liquide. Ici, c'est le solide que vous suivez. Cette fois-ci, vous le récupérez à chaque fois par filtration et vous le purifiez. Et vous déduisez, bien sûr, ce qui vous reste dans le liquide. Alors, dans le cas de la purification, de la séparation liquide solide, donc qui nous permet d'avoir un solide riche et presque pur en l'un des constituants, eh bien, il arrive très souvent que la pureté n'est pas suffisante. Parce que qu'est-ce qu'on entend par pureté pour une cristallisation fractionnée? Ça veut dire que vous pouvez avoir un solide constitué de A1, par exemple, dans notre cas, à 99,999%. Et dans certaines applications, ce n'est pas suffisant. Et il serait beaucoup plus intéressant d'avoir un composé pur à 99,9999%. Alors, comment fait-on? Et est-ce possible? Oui, c'est possible, mais en complétant la méthode de la cristallisation fractionnée par une autre méthode qu'on appelle la méthode de la zone fondue que je vous présente ici. Alors, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de prendre notre solide. Par exemple, je vais prendre l'exemple du silicium extrêmement utilisé dans les panneaux photovoltaïques, par exemple. Il semble assez pur, mais vous avez ici un 0 et qui représente, bien sûr, l'impureté. Donc 100 moins 99,9990 représente des impuretés qui diminuent l'efficacité de votre matériau de façon assez importante. Alors, comment fait-on pour
purifier encore plus pour transformer ce 0 en 9. Vous prenez votre matériau sous forme d'un cylindre, donc c'est facile à faire, hein. Si vous prenez votre silicium, que vous le faites fondre totalement, vous le mettez dans un moule et vous pouvez l'obtenir sous forme d'un cylindre. Vous venez à sa base et vous positionnez une source de chaleur, hein, qui ne va faire fondre que cette zone-là et non pas tout votre matériau. Alors, cette zone qu'on appelle la zone de fusion ou la zone fondue, bien sûr, elle est sous forme biphasique. Elle n'est pas totalement liquide. Elle est dans une forme liquide, solide. Bien sûr, on va se mettre à une température, nous le verrons tout à l'heure sur notre diagramme, hein, biphasique. À quelle température on doit se mettre pour avoir le domaine biphasique liquide solide. Donc, dans ce domaine liquide solide, vous allez normalement avoir un solide riche, encore plus en silicium que l'initial, et un liquide dans lequel vous aurez vos impuretés. Et si vous faites monter votre source, bien sûr, de chaleur en haut, eh bien, le solide va se rigidifier et vous allez le fixer et vous emmener avec vous votre liquide. Donc, faisant monter cette source de chaleur de plus en plus en haut, vous allez obtenir ici un silicium qu'on appelle monocristallin à 99,999% et les impuretés, vous les avez emmenées avec le liquide en haut. Et vous montez, vous faites tourner, vous faites monter votre zone fondue de plus en plus en haut jusqu'à récupérer votre petit pourcentage de liquide en haut. Et en bas, vous avez votre silice monocristallin. Je vous montre, avant de passer et de montrer cette opération avec le diagramme, bien sûr, le diagramme de phase, je vous montre juste une image de ce qui est fait. Donc vous voyez ici, là c'est notre barreau initial, donc polycristallin ici. Là c'est la zone fondue que vous faites fondre. Et vous avez le liquide donc qui monte et le solide, donc liquide en équilibre avec solide, et le solide, donc il se fige, il se cristallise, il est en bas. Alors regardez ça grâce à votre diagramme. Voici notre diagramme. Regardons l'axe des X. Hein. Là, je représente les impuretés. Et le silicium pur, il est là. Sa température de fusion, elle est à 1420. Donc, vous voyez que les impuretés, hein, ça c'est une partie du diagramme, les impuretés ont une température de fusion plus faible que votre silicium. Donc, nous partons de quoi? Nous partons quand même de 99,999% de silicium pur, donc en impureté, et vous êtes en dessous du 0,1%. Donc le silicium monocristallin, il est là. Polycristallin, excusez-moi, celui-là, donc il est là à Y% d'impureté, et nous voulons encore diminuer ces impuretés. Donc, dans la zone fondue, on va se mettre à la température, voici la température de votre source de chaleur. Vous avez à cette température un liquide qui est en équilibre avec le solide. Le liquide, il va emmener avec lui l'impureté, ici, et le solide, celui-là, le solide ici, à X% d'impureté, eh bien, c'est ce que vous voyez en jaune. D'accord? Et donc, vous voyez que vous avez moins d'impureté dans ce silice monocristallin que d'impureté dans le silice polycristallin. Voilà comment nous pouvons purifier encore plus un cristal qui est déjà presque pur, mais on le purifie encore plus grâce à cette méthode de la zone fondue. Alors, passons maintenant à la miscibilité nulle à l'état solide. Donc, je finirai avec la miscibilité nulle à l'état solide pour cette séance. Et dans une deuxième vidéo, je terminerai les miscibilités partielles. Alors, miscibilité nulle, alors vous reconnaissez un petit peu l'allure aussi, des diagrammes liquide-vapeur à miscibilité nulle à l'état liquide. Maintenant,
nous avons bien sûr une phase liquide où les deux constituants sont totalement miscibles. La première courbe que vous rencontrez, c'est bien sûr le liquidus, puisque c'est le point d'apparition des premiers cristaux de solide. Qui sont ces cristaux? Alors, quand vous avez un doute, vous vous mettez dans le domaine biphasique et vous vous projetez à droite pour avoir la composition du liquide. Vous vous projetez à gauche et vous aurez la composition de votre solide. Vous voyez qu'il est pur en A2 puisque X1 égale à 0. Donc vous avez un liquide avec le solide pur en A2 de ce côté-ci et pur en A1 de ce côté-ci. Et les deux, bien sûr, solides dans cette région du diagramme. Alors, donc, disparition de la courbe du solidus, et vous n'avez pas de courbe de miscibilité que nous verrons dans le prochain enregistrement. Comment appelle-t-on ce point? C'est un point d'un domaine triphasique. Nous sommes d'accord que tout ce palier et ce point-ci, bien sûr, vous avez trois phases, liquide avec les deux solides. Je vous rappelle que pour les diagrammes liquide-vapeur, ce point s'appelait l'hétéroazéotrope avec tout son palier. Pour les liquides solides, ce point s'appelle le point eutectique, ou c'est un point eutexie, un mélange eutectique. Alors, faisons une analyse thermique pour savoir ce qui se passe à tous les niveaux de ces domaines. Donc, vous avez un liquide qui refroidit, apparition des premiers cristaux de A1S. De cette température SL-là, vous avez vos deux phases, liquide A1S, puis nous entrons dans le palier eutectique. Palier sur le diagramme binaire, il y a palier sur l'analyse thermique. Donc, si vous avez un palier, c'est que vous devez rajouter une autre phase qui ne peut être que le deuxième solide. Et qui est responsable de la présence, si je peux dire ainsi, de la présence de cette deuxième phase? C'est bien sûr le liquide. Le liquide, à partir de cette température, cristallise en A1S et A2S. Donc, de cette température à celle-là, le liquide cristallise pour donner un A1S et à partir de cette température, il cristallise en A1S et A2S jusqu'à ce que le liquide finisse. Et là, vous n'aurez plus que vos deux solides, bien sûr, qui ne font que refroidir. Donc, rien de particulier, sauf bien sûr que le palier s'appelle le palier eutectique, c'est un palier donc triphasique, et l'équilibre eutectique, c'est un liquide en équilibre avec deux solides. Regardons maintenant ce type de diagramme. Nous voyons apparaître un autre palier ici. Et l'allure de la courbe a quelque peu changé. Alors nous allons analyser cette courbe et comprendre ce qui s'est passé. Nous avons le domaine liquide, ça nous sommes tout à fait d'accord. Donc la courbe juste en dessous, c'est le liquidus. Maintenant, quand vous dépassez cette courbe, vous entrez dans un domaine biphasique et vous n'avez pas le choix. La deuxième phase ne peut être que le solide. Alors, essayons d'identifier ces solides. Donc, si vous êtes ici, je me projette à droite, j'ai mon liquide, nous sommes tout à fait d'accord. Si on se projette à gauche, nous avons A2 pur. Nous sommes d'accord, A2 solide pur. Si je regarde ce domaine-là, à droite, bien sûr, c'est le liquide. À gauche, c'est aussi A2 pur. Mais on ne peut pas avoir deux domaines qui présentent exactement les mêmes phases alors qu'ils sont séparés. Donc, il y a du liquide là, il y a du liquide là, ça n'y a pas de souci. On n'a pas le choix. Par contre, il y a un solide ici, ils ne peuvent pas être les mêmes. De qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de deux formes allotropiques du solide A2S. Par exemple, nous l'avons vu en cristallographie, il y a le carbone, par exemple. Vous pouvez avoir ici liquide plus carbone diamant
Et à partir de ce point du corps pur, il y a une transition allotropique du carbone diamant en carbone graphite. Donc, ça c'est une particularité du diagramme liquide-solide, parce que pour les solides purs, vous pouvez avoir des allotropes pour les solides purs. Et donc, nous voyons apparaître un autre palier qui va porter un autre nom, mais qui est aussi un palier triphasique, puisque vous avez ici le liquide et les deux formes allotropiques. De ce côté-ci, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez aussi avoir une forme allotropique de A1. Je fais simple. Hein. Donc, vous pouvez ainsi, bien sûr, indexer le reste de votre diagramme si vous avez compris qu'ici, vous aviez une transition allotropique. Vous précisez les deux températures de fusion. Là, c'est la température de fusion de A2S'. Vous n'avez pas ici la température de fusion de A2S seconde. Vous n'avez que la transition allotropique. On obtient son point, bien sûr, c'est l'eutectique, donc un liquide qui est en équilibre avec deux solides. Et ce point-ci porte un autre nom. Comme vous le voyez, ce point-ci, il est à la périphérie. Hein, vous voyez que le liquidus, ici le palier, ce palier, le liquidus passe à la périphérie de ce palier, alors que le liquidus passe dans le palier eutectique. Ce point s'appelle donc le point péritectique. Donc, pour reconnaître les points péritectiques, en fait, c'est des points d'un palier, mais ce sont des points à la périphérie du palier. Ils ne sont pas dans le palier. Alors, faisons une analyse thermique pour comprendre les équilibres qui ont lieu au niveau de ces deux paliers. Donc, nous avons un liquide qui refroidit jusqu'à l'apparition des premiers cristaux de A2S', donc la première forme allotropique de A2 solide. Puis, de cette température à celle-là, vous avez l'équilibre enfin, pas d'équilibre, mais vous avez la coexistence des deux phases, liquide et la première forme allotropique de A2S. Et nous entrons dans un palier. Donc, quand nous entrons dans un palier, il faut faire apparaître une autre phase qui ne peut être que A2S second. La question qui se pose, qui est à l'origine de l'apparition de cette deuxième forme allotropique? Eh bien, puisque c'est une forme allotropique, elle provient de la transformation de A2S' en A2S seconde, et aussi le liquide, à partir de ce point, cristallise aussi en A2S seconde et ne cristallise plus en A2S', ou pas plus, ce n'est pas vrai, il cristallise en A2S', mais A2S' se transforme automatiquement en A2S seconde. Donc cette cristallisation, on ne l'observe pas. Ce qui fait que pour l'équilibre péritectique, eh bien, l'équation d'équilibre est tout à fait différente de l'équation d'équilibre pour les eutectiques. C'est-à-dire que vous avez un liquide plus un solide qui se transforme en l'autre solide. Le liquide cristallise en A2S seconde et A2S' se transforme en A2S seconde par, bien sûr, transition allotropique. Ensuite, on entre dans un domaine biphasique, donc l'une des phases va disparaître. Et si vous regardez un petit peu votre indexation, vous voyez que ce n'est pas le liquide qui a disparu, il est encore là, mais c'est A2S'. Donc, vous avez la coexistence du liquide et de A2S seconde dans ce domaine. Puis, nous entrons dans le palier eutectique. Il faut faire apparaître la troisième phase, donc la deuxième phase solide, qui est A1S. Bien sûr, le palier eutectique, comme toujours, c'est un liquide en équilibre avec les deux solides, c'est-à-dire que c'est le liquide qui cristallise en ces deux solides jusqu'à ce que le liquide disparaisse pour n'obtenir que les deux solides qui refroidissent. Alors, s'il vous plaît, bien retenir que l'équilibre au palier eutectique, c'est un liquide d'un côté, les deux solides de l'autre.
donc c'est la cristallisation du liquide en deux solides, ou bien si vous chauffez, c'est la fonte des deux solides en liquide. Par contre, pour les paliers péritectiques, au cours du refroidissement, vous avez un liquide et un solide en équilibre avec un autre solide. Donc le liquide cristallise en une forme allotropique et l'autre forme allotropique se transforme en cette fameuse forme allotropique. Par contre, si vous faites fondre, vous faites chauffer, donc vous avez un solide qui fait deux choses, il fond en liquide et il se, bien sûr, transforme de manière allotropique en l'autre solide. Et c'est valable pour tous les paliers eutectiques ou périphériques. Eutectique, un liquide d'un côté, deux solides de l'autre. Péritectique, un liquide et un solide d'un côté et un solide de l'autre côté. Et nous verrons encore ce palier et nous l'analyserons encore pour la miscibilité partielle. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. À bientôt.